Pour nous parler de ce fameux traité de pandémie de l'OMS, nous avons ce soir avec nous Richard Descaries, qui a plusieurs années d'expérience en politique. Il est derrière le mouvement unionconservatrice.ca et il est un chroniqueur régulier à Théovox Actualité. Bonsoir Richard. Bonsoir. Nous avons également Christian Linard, qui est formé en technologie biomédicale et biochimie à Louvain et Montréal. Il a effectué des post-docs au MIT et à l'Université de Montréal, professeur à l'UQTR depuis 1994. Il a dirigé le LSIA et siégé au conseil d'administration de l'université. Récipiendaire de la médaille du mérite en 2012, Christian est un collaborateur de l'émission Théovox Actualité. Bonsoir, M. Linard. Bonsoir, bonsoir. Également Bernard Massy, PhD en microbiologie, qui a dirigé des recherches sur les bioprocédés pour anticorps et vaccins au CNRC de 1985 à 2019, avant de devenir commissaire à une enquête sur la COVID-19 en 2023. Il est actuellement consultant en biotechnologie. Il est également un collaborateur à l'émission de Théovox Actualité. Bonsoir, M. Massy. Bonsoir Jean-François, ça va bien? Ça va très, très bien. Et ce soir, on a le privilège d'accueillir un petit nouveau sur le plateau de Théovox Actualité. On est vraiment content de vous avoir, M. Langlois, avec nous. Philippe Langlois, politologue formé à l'UQAM, enseigne la science politique au Collège militaire royal. Ancien chercheur en économie politique pour diverses institutions, il se spécialise dans les crises financières, la globalisation et les idéologies politiques. Bonsoir, M. Langlois. Bonsoir. Vraiment content de vous avoir avec nous. Merci, messieurs. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de prendre part et de participer ce soir à cette discussion autour du traité de l'OMS sur les pandémies. Et c'est un sujet important, c'est un sujet sur lequel on devrait passer un vote aux alentours du 24. Certains disent le 24, d'autres disent le 27 mai prochain. Et je pense que c'est un sujet super important. J'ai préparé une petite vidéo qu'on regarde à l'instant, puis après ça, on commence les discussions autour de... Ben non, c'est vrai. Avant de parler de cette vidéo-là, je voulais fermer la boucle avec toi, Richard, sur ce qui s'est passé au conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine. Je veux juste faire un aparté. Je trouvais que c'était important parce que c'était dans l'actualité de cette semaine. On regarde une petite vidéo en rapport avec ce qui s'est passé au conseil municipal, puis on fait juste fermer la boucle avant de sauter dans le vif du sujet sur le traité des pandémies. Excellent. Madame Bourgeois, est-ce que je peux dire un mot? Est-ce que je peux? Bon. Là, clairement, les propos sont déplacés. Moi, je considère ici... Moi, je considère clairement que c'est pas possible. Bon. Proposition pour clore la séance. Il est temps. Clôture, ferme. Clôture la séance, c'est fini. Bon. Joy Davies, Madame la greffière. Ah, c'est fini. OK. Donc, Madame la greffière, proposition de Gaétan Richard pour clore la séance, appuyée par... Richard, ça te surprend un tel engouement à ce conseil municipal aux Îles-de-la-Madeleine? Ben, c'est intéressant de voir qu'ils ont repris un peu le momentum qu'ils avaient perdu lors de la presque conférence de presse là, du 1er mai, quand tu étais présent. Donc, c'était un petit peu dissipé. Je pense que c'est le fait que le maire, le matin, avait mis un genou à terre en disant on suspend l'application du fameux passeport. Alors, ça leur a donné un peu le bagou, mais on voit aussi que c'était un peu improvisé. Parce que d'exiger la démission d'un élu, il y a des procédures qui sont à respecter. Donc, quand le maire a dit « Vous voulez que je fasse ça maintenant? » là, il est parti à rire un peu, donc c'était un peu condescendant encore une fois. Mais le mot que j'entends de sa part, c'est « clôture ». Donc, il aime ça mettre des clôtures. C'est une île, puis on dirait qu'il ne réalise pas. Et là, il voulait clore, lui, la période de questions, alors qu'il ne pouvait pas le faire. Alors, il s'est fait rappeler à l'ordre en disant « On va revenir à la fin avec un 15 minutes », puis finalement, ça s'est bien déroulé. Mais on voit que les gens étaient chargés à bloc. Oui. Ça te surprend qu'on ait suspendu, justement, ce passeport archipel-là? Non, pas du tout. Comme j'avais dit, c'est mort dans l'œuf avant même qu'il s'en aperçoive lui-même. Mais quand il est venu pour l'appliquer le 1er mai, il a bien vu que ça ne marchait pas de A à Z. Ça va revenir? Il lâchera pas le morceau parce qu'il n'a pas le choix. Lui, sa carrière politique, c'est pas d'être maire des îles. Là, il veut faire d'autres choses. Et c'est ça qui est en train de se jouer ici. Lui, il doit livrer la marchandise. C'est un projet pilote qui doit
pour se poursuivre. Et s'ils ne réussissent pas là, ça va encore miner un peu le processus pour l'ensemble du Canada. Oui. On est ici ce soir pour parler surtout du traité de pandémie de l'OMS et on regarde la vidéo à l'instant. Après ça, on va commenter sur ce sujet-là. Fin 2019, la planète devait apprendre à vivre avec un nouveau mot et surtout un nouveau virus, la Covid-19. Une pandémie à l'échelle mondiale qui aura touché plus de 500 millions de personnes et causé la mort de plus de 10 millions d'entre elles, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une crise sanitaire qui aura révélé à quel point le monde était mal et inéquitablement préparé face à une telle situation. L'an dernier, l'OMS appelait déjà à tirer les leçons de 3 années de pandémie. L'heure est à la réflexion. Le Covid-19 a laissé et continue de laisser de profondes cicatrices dans notre monde. Ces cicatrices doivent nous rappeler en permanence que de nouveaux virus peuvent émerger et avoir des conséquences dévastatrices. Depuis, l'OMS multiplie les réunions entre ses 194 États membres. Objectif, parvenir à un traité commun pour mieux appréhender une future pandémie. Les négociations touchent à leur fin et le temps ne semble pas jouer en faveur d'un accord. Je presse les États membres à travailler ensemble sur les principes de solidarité et d'équité afin de trouver un compromis et d'aboutir pour tous à un accord pour un monde plus sûr. Pour l'heure, les points d'achoppement sont encore nombreux. Les pays européens veulent mettre l'accent sur la prévention. Les pays africains réclament, eux, un meilleur accès aux tests, aux vaccins, aux traitements. Les Américains, de leur côté, réclament plus de transparence et un partage rapide des données en cas de nouvelles maladies inconnues. Ce dont nous sommes certains avec les maladies infectieuses, c'est qu'elles n'ont pas de frontières. Tout le monde sait qu'il est impossible de les stopper, de les atténuer ou de réduire leur impact sans travailler ensemble. Ce traité est une promesse pour le futur, une promesse pour la prochaine génération. Le patron de l'OMS n'a plus que quelques jours pour parvenir à un traité qu'il souhaiterait présenter lors de l'Assemblée mondiale de la santé, le 27 mai prochain à Genève. Bernard, j'ai envie de commencer avec toi ce soir. Est-ce qu'un tel traité a sa raison d'être, selon toi? C'est une bonne question. Moi, j'irais plus loin que ça. Est-ce qu'une telle organisation comme l'Organisation mondiale de la santé a sa raison d'être? C'est basé sur une idée qui est quand même attrayante pour les gens qu'effectivement, les maladies infectieuses peuvent se propager un peu partout d'un pays à l'autre et que si on trouve une façon de les gérer ou de les traiter à un niveau plus coordonné, au niveau mondial, on pourrait, en théorie, en tout cas, avoir une meilleure gestion. Mais moi, j'ai 2 problèmes avec ce genre de prémisse-là. Le premier problème que j'ai, c'est que ce genre de pandémie, d'après les études qui sont sorties puis qui ont été rapportées durant la Commission d'enquête nationale citoyenne, la vraie seule pandémie auquel on a fait face, c'est celle de la grippe espagnole en 1918. Et encore là, bon, il y a des gens qui débattent, mais c'était une pandémie sérieuse. Toutes les autres par après, si on met en perspective les dommages que ça cause à la santé, c'est pas vraiment significatif pour, disons, mettre en place tout un branle-bas de combat et surtout pour essayer de partir de l'autre prémisse qui m'apparaît pour moi très problématique, qui est que ça va être la même chose partout. Donc, il faut avoir des mesures identiques partout. Et finalement, la dernière prémisse que moi je conteste, c'est que qu'est-ce qui nous dit que les gens qui peuplent ces organisations-là, donc qui font partie de ces organisations-là, ont la science, ont la connaissance et surtout ont la bonne façon de déployer ces informations-là et de les coordonner. Et s'ils ne font pas comme il faut, c'est quoi notre recours? Oui, tout à fait. Toi, Richard, de ton côté, comment tu décrirais l'OMS pour tous ceux et celles qui nous écoutent puis peut-être qui ne sont pas nécessairement familiers avec cette organisation-là mondiale de la santé? Bon, en fait, on est en train de vivre la passation du pouvoir national vers la centralisation mondiale. Hein, c'est ça le mondialisme. Et pour ce faire, il faut qu'on détruise toutes les résistances souveraines nationales qui sont déjà pas mal hypothéquées depuis plusieurs décennies à cause du développement technologique. On sait ce qui se passe à travers le monde en temps réel maintenant. Donc, ça permet aux gens d'être dans l'actualité comme jamais. On le voit comme on est propulsé rapidement. On parlait des îles tout à l'heure. Les gens des îles ont été propulsés au niveau mondial.
Mme Bourgeois parlait de... On est allé jusqu'en Chine. Hein? Donc, ça crée un effet où on se voit maintenant mondialement impliqué, interrelié. Donc, c'est certain que l'aspect santé, on peut comprendre qu'il y a une volonté de vouloir rejoindre la planète. Le problème, c'est qu'on a inversé la pyramide. Ouais. Et maintenant, on dit on va partir d'en haut, qui est un organisme central qui va diriger la santé pour tous les... pas les pays. On détruit le nationalisme. Maintenant, c'est l'individu directement. Alors, on veut contrôler les individus. Et les mots que j'entendais dans le reportage que tu as présenté, partage de données. Oh, on est en train de toucher à quelque chose d'intéressant. On va travailler ensemble, donc tout le monde ensemble, et c'est ça la centralisation. C'est extrêmement dangereux ce qui se passe là. Ça devrait être un organisme de coordination mondiale des États qui sont souverains. Ce que les Nations unies ont voulu être au début, mais de plus en plus, on voit que c'est hyper centralisé. C'est un discours qui est poussé et non pas l'inverse. Oui. Christian? Oui, ce que je voulais dire, c'est pour illustrer ce que Bernard disait, c'est que le fait de centraliser le tout et de donner à tout le monde la même, par exemple, les vaccins systématiquement ou un même médicament, ça ne peut pas tenir. Pourquoi? Je vais donner une simple illustration. La fois dernière, quand il y a eu le Covid, on a institué un vaccin pour le moment qui a été extrêmement vite développé. Et on a tout de suite dit, voilà, il faut protéger les personnes à risque. D'accord? Donc les personnes avec des comorbidités, avec donc des personnes plus âgées, etc. Si on regarde en Europe, les personnes les plus âgées sont les personnes à risque ou ceux qui ont des comorbidités. Par contre, en Afrique, les personnes sont beaucoup plus jeunes. Okay? La pyramide des âges est vraiment, c'est une pyramide, alors qu'en Occident, c'est un losange, hein, puisqu'il y a, pour l'instant, il y a les baby-boomers qui sont de plus en plus âgés. Et donc, pour l'Afrique, le Covid ne les touchait pas. Il n'y avait pas de nécessité de vacciner ces gens-là. Donc, c'est ça que je voulais apporter pour illustrer ce que mon collègue disait. Philippe, qu'est-ce qui a changé à l'OMS entre les années 90, par exemple, et maintenant aujourd'hui? Bien, en fait, l'OMS, au début, c'est un organe de l'ONU. C'était un organe qui n'était pas supposé avoir aucun pouvoir politique réel. Parce que l'ONU, même si ce n'est pas juste des membres qui sont démocratiques, l'ONU essaie de favoriser en général la démocratie. Puis une des règles en démocratie, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir du pouvoir politique si tu n'es pas élu. Évidemment, on triche avec ça sans arrêt. L'Union européenne est un bon exemple. Le secrétaire général de l'Union européenne a énormément de pouvoir, même s'il n'est pas élu. Mais en général, on respectait ça. Sauf qu'à partir des années 90, en fait, déjà, il y a une espèce de vague où, à l'intérieur de l'OMS, comme à l'intérieur, c'était à la mode un peu en Occident, c'était les partenariats publics-privés, c'était de laisser rentrer le privé dans les institutions politiques. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a laissé l'OMS commencer à se faire financer par le privé, ce qui a réorienté beaucoup la façon de fonctionner de l'OMS à l'intérieur, ce qui a réorienté ses buts, son fonctionnement. À partir de 2005, si je me souviens bien, l'OMS s'est renouvelée sous une nouvelle base. Ils ont refait un peu tout leur fonctionnement interne, mais il restait encore un organisme qui était supposé être la consultation. Et coordination, mais toujours sur une base volontaire. Mais on a vu déjà en 2020 que l'OMS commençait à prendre pas mal plus de place, mais c'était avec le COVID, mais c'était toujours sur une base volontaire, mais là, on flirtait un peu avec les mandats, les obligations, etc. Et en même temps, on a vu vraiment en 2020 à quel point l'OMS était vraiment contrôlée par des intérêts privés. On parle souvent de l'exemple de Bill Gates qui, en fait, quand on regarde le financement de l'OMS, c'est clairement celui qui finance avant la Chine, avant l'Allemagne, avant les États-Unis, c'est Bill Gates. Et là, ce qu'on voit, c'est l'OMS qui formalise, en fait, le fait, avec le traité, ce que l'OMS se propose de faire, c'est vraiment on est un organisme qui veut du pouvoir politique et on va prendre le pouvoir politique et on va le formaliser. Puis le traité, dans le fond, pandémique, ce que ça dit, c'est à partir du moment où on déclare une pandémie, il y a un pouvoir politique qui est centralisé aux mains d'une institution internationale. Et ça, ce serait la première fois dans l'histoire des institutions internationales qu'une telle chose arriverait, en fait. L'ONU n'a pas de pouvoir politique comme ça. Il n'y a aucun organisme international qui a formellement un pouvoir politique comme celui-là. Vous parlez
parlé de financement, Philippe, et je veux juste attirer votre attention parce que je trouve ça intéressant. Le premier qui arrive sur la top de liste, puis c'est vrai, c'est pas vrai, vous allez voir, si on regarde, j'ai préparé quelque chose qu'on peut montrer à l'écran, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, après ça, en deuxième, il y a Bill et Melinda Gates Foundation. Après ça, il y a la Grande-Bretagne. Après ça, il y a la Commission européenne qui arrive en quatrième, qui est financée aussi par Bill et Melinda Gates Foundation. Puis cette commission reçoit des millions vraiment d'une entreprise privée, qui est l'entreprise justement de Bill, de Bill Gates. Puis je me demande si ça, c'est normal, qu'on finance du privé une organisation gouvernementale. Ça devrait, selon moi, être interdit. Il y a les États-Unis d'Amérique, il y a Gavi, The Vaccine Alliance, qui est aussi dirigé par Bill Gates, qui récolte plusieurs sommes d'argent qui fait profiter au laboratoire. Donc, il y a dans les 6 contributeurs financiers, on retrouve Bill Gates à 3 endroits différents, ce qui fait probablement de lui un des donateurs les plus importants à l'OMS. Oui, Christian. Oui, en fait, quand on regarde attentivement les données publiées justement par l'OMS, c'est 84% qui vient des fonds publics, des fonds privés, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, quand ces organismes privés donnent de l'argent, il faut savoir qu'ils demandent une orientation à l'OMS. D'accord ? Donc, ce n'est plus des fonds, disons, où l'OMS peut faire ce qu'elle veut avec, mais systématiquement, ces parties privées vont demander que l'OMS fasse telle ou telle action. Ouais. Je vous rappellerai que le chiffre d'affaires de l'OMS se situe à 6 milliards de dollars par année. Et ça m'amène Richard à poser la question suivante, c'est qui décide à l'OMS? Qui décide, c'est ceux qui financent. C'est aussi simple que ça. C'est la règle dans tout. Ce qu'on comprend avec ce qu'on entend autour de la table, c'est exactement ça, c'est qu'il y a eu un changement et on est arrivé avec une direction et non plus une concertation. C'est ça le principe. Je rappellerai aussi que celui qui est à la tête de ça, c'est un terroriste qui a été placé là par la fondation de Bill Gates, justement. Il y a une mission de centraliser tout et il y a vraiment un agenda mondialiste depuis 2020, on le voit de façon éhontée. Et si aujourd'hui, on a créé des pouvoirs extraordinaires, et c'est ça un peu la refonte de ce qui va nous être présenté le 27 mai prochain, on a vu les grandes lignes de ça. Ce qui est présenté ici, c'est on va activer ça s'il y a une pandémie mondiale. Bien, ils vont en préparer une pandémie mondiale. On parle d'une arme biologique, là, carrément, et à ce moment-là, on va pouvoir réagir en disant, bien, vous voyez, vos souverainetés viennent de sauter, comme on a testé avec le COVID. Le COVID, c'était vraiment un projet pilote qui a très bien réussi. S'il y a 80 % de la population qui est injectée, ça prouve qu'ils ont réussi leur coup. Et là, maintenant, ils sont très forts pour aller plus loin en disant, bien, vous voyez, si on fait une fausse pandémie, encore une fois, mais qui est vraiment virulente, bien, on va pouvoir avoir les pouvoirs maintenant de modifier les politiques de tous les pays du monde à travers cet organe-là, ce qui est complètement inacceptable. C'est une guerre silencieuse, en fait. Ouais. Je voulais vous montrer quand même ce soir les ramifications qu'a Bill Gates à travers l'OMS. On regarde la vidéo à l'instant. Là où on voit l'importance de Bill Gates, de la fondation Bill Gates, vous voyez, il est au milieu, il finance l'OMS, il finance ici la Commission européenne, ce qui est un vrai scandale, parce que ça s'appelle de la corruption. Il finance également les CDC, qui est l'organisme américain qui gère le contrôle des maladies infectieuses. Il finance également l'Institut d'Anthony Fauci, qui est normalement un institut public. Donc évidemment que ça lui donne du pouvoir. Alors Gavi, c'est lui qui décide tout à Gavi. Et il y a une partie d'ailleurs de l'argent de Gavi qui retourne chez Bill Gates, qui dirige également United et tout ce qui est le sida. Et d'ailleurs, c'est lui qui dirigeait, qui finançait le Global Fund, le fonds global pour le sida. Et qui était le directeur du fonds global pour le sida? Monsieur Tedros Ghebreyesus, qui est le directeur général de l'OMS, qui est l'ancien employé de Bill Gates.
Il finance aussi ID 2020, qui devient maintenant tout ce qui est portefeuille numérique et passeport numérique, c'est-à-dire le fichage numérique de toute la population mondiale. Il finance également des journaux, des médias. Il finance également l'AFP. Bon, il finance aussi tous les anglo-saxons. Il finance également tout ce qui est les exercices de simulation des pandémies. C'est assez incroyable quand on regarde ce dans quoi il y a une mainmise, Bill Gates. Je pense que le S de science, c'est un signe de piastre maintenant, on le comprend. Ouais. Et c'est ça le grand changement qu'on vit. Ouais. Christian, quelles sont les inquiétudes des États et ou des gens face à ce traité de l'OMS? Les inquiétudes, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, on a assisté à un événement intéressant à travers la crise de la COVID. Pour la première fois, et ça c'était tout nouveau dans cette crise, c'est qu'au départ, quand il y avait des maladies systématiquement, les organismes de différents pays disaient « allez voir votre médecin ». Et puis pour la première fois, on a vu que, en fait, les gouvernements disaient « n'allez pas voir votre médecin ». Donc c'est les gouvernements qui disaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Rester chez soi, éviter de se balader. Et puis maintenant, on perd tout à fait donc, notre souveraineté parce que c'est même plus notre gouvernement, c'est des organisations super gouvernementales, supra-gouvernementales. Et donc à ce moment-là, on n'aura plus de souveraineté. En plus de ça, ce qui est étonnant et puis qui fait peur, c'est de voir que ces gens-là, premièrement, on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas élus. Et ensuite de ça, ils n'auront aucun compte à rendre à la population. Okay? Donc, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et évidemment, les gouvernements, ce qu'ils peuvent faire, c'est se cacher derrière l'OMS en disant ben, c'est l'OMS qui a dit de faire ça. Et puis, bon, à ce moment-là, il n'y a plus de compte à rendre à personne. Donc, l'individu, par exemple, qui serait lésé, ne pourra pas se retourner ni contre, par exemple, une compagnie pharmaceutique, ni contre son gouvernement. Donc, il sera laissé à lui-même. Ouais. Et donc, on perd notre souveraineté, et ça, c'est grave. Ouais. Philippe, pourquoi l'OMS pousse tant, puis désire tant la mise en place de ce traité? Bien, c'est-à-dire que si vous voyez ça, si on recule un petit peu, puis qu'on voit qu'il y a une classe, effectivement, il y a une faction de l'élite, il y a une élite qui est émergée de la globalisation, puis il y a une faction de cette élite-là qui veut... La globalisation est une union économique de la planète, puis on veut, dans le fond, continuer l'unification de la planète sous une union politique, en fait. C'est très difficile à faire, en fait. Il faut reconnaître que c'est un programme assez ambitieux et on a besoin de prétextes pour cette union-là. Donc, l'OMS, ici, sert... C'est pas tant l'OMS qui veut ça que la faction globaliste des élites veut faire avancer constamment l'union politique de la planète. C'est très difficile parce qu'on a affaire à toutes sortes de peuples qui ne veulent pas, etc. Et donc, on doit utiliser prétexte X ou Y pour ça. Et l'OMS, dans ce cas-ci, est vraiment un outil pour cette faction-là qui pourrait utiliser d'autres outils pour avancer donc une union politique de la planète. Et puis c'est pour ça qu'on voit aussi Bill Gates, qui est comme un des acteurs principaux, mais qui est probablement lui aussi un outil. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement lui qui décide de tout ce qu'il est en train de faire. Et donc, dans le fond, pourquoi l'OMS veut ça? Bien, c'est parce qu'il y a une faction politique des élites qui veut une union politique, qui travaille très fort pour ça et qui probablement prévoit plusieurs outils dont l'OMS est un des principaux et qui, comme je le disais, on va se servir d'un prétexte d'une pandémie, des changements climatiques ou je ne sais trop quoi pour, dans le fond, avancer toujours plus, retirer les espaces politiques qui sont locaux, même nationaux dans ce cas-ci, et donner ce pouvoir politique-là à un organisme qui est pas élu, sur lequel on n'a aucun contrôle populaire, et ensuite toujours aller de plus loin avec cette union politique-là, mais qui, je le répète, puis on peut en parler tout à l'heure, qui est très difficile en réalité. Il faut apprécier au moins que ces élites-là se sont attaquées à quelque chose pas facile. Facile. Bernard, 196 États, Philippe vient de le dire, c'est pas évident de faire l'unanimité pour faire avancer un plan globaliste dont l'OMS serait pratiquement la pierre angulaire. Oui, bien en fait, je pense que l'OMS
qui veut maintenant élargir un peu son mandat, pas seulement à la santé des pandémies, mais également à toute la santé, le One Health, incluant les risques que les changements climatiques peuvent faire courir à la santé des peuples ou des individus. Donc, on utilise 2 leviers, je considère, qui sont très importants dans la psyché des peuples. La maladie, puis la température, ou en fait la mère nature qui de temps en temps fait des incendies, des inondations, des éruptions volcaniques, que sais-je. Et il y a un grand Manitou qui se positionne là-dedans en disant, moi, là, je sais comment contrôler les maladies, puis j'ai la recette pour vous autres. Faites-moi confiance. C'est pas d'hier que ça existe dans la façon de gérer les communautés. Autrefois, ça se faisait à l'échelle d'une tribu, puis peut-être d'une nation un peu plus grande. Puis là, l'ambition, comme Philippe disait, c'est qu'il faut quand même admirer l'audace. On veut faire ça au niveau de la planète. Ouais. Et ça ne peut pas fonctionner si les peuples résistent. Puis on essaie constamment de briser la résistance en leur faisant peur avec ces pandémies, avec ces maladies, puis avec les changements climatiques catastrophiques. Et on veut faire culpabiliser les gens qui diraient « Quoi, t'es contre ça, toi, qu'on veuille faire attention à la santé des gens, puis on veut faire attention à la planète. T'es contre ça? » C'est de la manipulation, c'est de la manipulation. Mais peut-être faire du pouce sur ce que Philippe disait, c'est que la façon de faire, elle est déjà écrite, le plan est déjà fait, c'est on va créer un chaos mondial. Et le chaos mondial va entraîner des changements à tous les niveaux. Donc, je pense que l'OMS, c'est comme la figure de proue, parce que la santé, ça touche tout le monde. Hein? Si on veut toucher autant les Africains, les gens lettrés, illettrés, on va toucher tout le monde avec la santé, c'est certain. On va tous passer par là à un moment donné. Et on voit que c'est un canal intéressant dans un contexte de mettre en place un plan comme ça, parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir une interaction individuelle. Et la technologie permet de rejoindre les 8 milliards de population mondiale, ce qui est unique dans l'histoire. Ouais. Maintenant, on a la capacité de le faire. Alors, un chaos qui serait créé, on va arriver avec des solutions qui vont être hyper centralisées pour arriver comme un baume sur la plaie qui a été créée de toutes pièces, là aussi. Ouais. Christian? Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, pour illustrer ce qu'on vient de dire, c'est en fait le traité de l'OMS est vraiment un traité commercial, c'est le moteur. Comment ça fonctionne? D'un côté, il y a donc des organisations, l'OMS, l'Union européenne, qui vont alerter parce qu'ils vont installer des organisations, des laboratoires qui vont surveiller systématiquement ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, à n'importe quel moment, ils pourront déclencher une alerte. Et en contrepartie, pour les pays, eh bien, ils vont avoir l'occasion de dire, voilà, je pourrais être soigné, donc recevoir des médicaments, recevoir des vaccins. Et d'ailleurs, ils prévoient même de mettre ce qu'on appelle un corps d'urgence sanitaire mondial, donc une force d'intervention, un peu comme les bérets bleus. Donc, ils pourraient venir systématiquement, mais là encore, on ne connaît pas le budget, on ne connaît pas les missions, et on ne connaît rien du tout. Et en plus de ça, une autre chose qui est importante avec ce traité, non seulement c'est un genre de traité commercial, mais en plus de ça, on serait toujours soit en pandémie, en pré-pandémie, en pandémie, en post-pandémie ou en interpandémie. Donc, on serait toujours sous une alerte. Donc, ça, c'est... Mais Christian, je profite de l'occasion pour... Pourquoi vouloir changer ou encore modifier le traité existant? Parce qu'il existe un traité existant qui est le Règlement sanitaire international de 2005 pour la création d'un nouveau traité. Ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un traité commercial. Donc, c'est faire du business à travers des peurs, de générer des peurs chez les gens. Et évidemment, par exemple, un réchauffement climatique ou bien une extinction ou bien un danger qui arrive. Et puis à ce moment-là, les gens vont avoir peur. Et suite à ça, ils vont dire, bon voilà, on est en urgence. Et les gens vont se sentir protégés parce qu'ils pourront recevoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des médicaments, des vaccins, etc., des aides
à travers des forces d'intervention. Oui, oui. Bernard? Bien, moi, ce que je dirais, c'est que il y a, face à cette crise-là qui ont été fabriquées, OK, il faut faire un post-mortem pour dire qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien. Et là, l'OMS fait son examen en se disant, nous, on a fait tout bien. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est parce que les États n'ont pas suivi les recommandations qu'on leur donnait. Alors, nous, on se sent un petit peu impuissants à implémenter les bonnes politiques de santé parce que les États ne sont pas suffisamment conformes à ce qu'on leur dit de faire. Et la solution, bien, si on avait plus de pouvoir contraignant, là, la prochaine fois qu'il va y avoir une pandémie, l'opération va être sans faille. Oui, oui. C'est un peu la mentalité. Philippe? Bien, en fait, je pense que c'est quand même important de suivre qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là, au niveau du traité dans les derniers mois, parce que ça a beaucoup, beaucoup bougé. On sait que moi, je me suis tapé le traité original puis les règlements internationaux. C'était une longue lecture fastidieuse. Ça donnait énormément. Celui de 2005? Non, le premier jet. OK, la première version. Déjà, il faut reconnaître qu'avant 2020, on n'aurait jamais été au courant de ça. On est au courant de ça parce qu'il y a une résistance qui s'est formée à partir de 2020, qu'on surveille ces organismes-là, qu'on surveille Bill Gates, mais moi, j'aurais jamais eu accès, j'aurais même pas pensé à aller chercher le premier jet, deuxième jet des règlements internationaux de l'OMS. Ça ne me serait jamais même venu à l'esprit. Puis même si quelqu'un en aurait parlé, il aurait passé pour un fou, puis on ne se serait pas attardé. Alors que là, maintenant, des millions de personnes sont au courant, c'est déjà. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces en fait, on retrouve très rapidement, puis c'est important de le mentionner parce que tous les éléments problématiques ont été fortement contestés et négociés dans les dernières mêmes semaines. Et en fait, presque tout ce qui était problématique a été abandonné. Donc, on peut déjà dire que c'est un échec parce qu'on parlait, il y avait toutes sortes de mesures contraignantes dans les règlements qui ont été abandonnés. Il y avait une mesure qui, en fait, rayait les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on parlait des droits de l'homme, puis ensuite, après le premier jet, dans le deuxième jet, on le rayait, ça a été abandonné. Donc, on a remis les droits de l'homme. Un appareil de censure qui aurait été développé par l'OMS, abandonné. Les urgences potentielles, parce qu'il y avait urgence, mais il y avait potentielle urgence, abandonné. Et ça vient d'un groupe d'avocats de Grande-Bretagne qui a analysé la dernière mouture du traité puis qui dit, en fait, presque tout a été... C'est un échec, en fait, pour Bill Gates et pour l'OMS. Pratiquement, on est resté au celui de 2005. Oui. En fait, changement climatique abandonné, la pression sur les infrastructures nationales abandonnée, la responsabilité étatique est remise à l'ordre, le système de surveillance est abandonné, les passeports vaccinaux sont abandonnés. Donc, en fait, ça devient... Oui, le traité va être signé, mais à moins qu'ils trouvent un tour de passe-passe et qu'ils disent « on a signé le traité, mais on a mis ça à... » ce qui est toujours possible, mais a priori, de ce qu'on voit, c'est une victoire parce que... c'est une victoire pour les gens qui aiment la démocratie, parce que l'OMS, en fait, a presque tout abandonné, ce qu'il voulait comme pouvoir politique, qui aurait été déclenché avec, c'est ça, le secrétaire général de l'OMS aurait juste eu à dire on pense que peut-être qu'il y a eu une pandémie parce que ma cousine a eu une grippe, et là, ça partait. Tout ça, maintenant, serait, si on se fie au groupe d'avocats qui a relu la dernière mouture du traité et des règlements, parce qu'il y avait 2 paliers de changement, tout ça serait abandonné. Donc, en fait, c'est pas mal un échec de la part de l'OMS et de la part de ce bon vieux Bill. Oui. Toi, quand t'entends ça, Richard, ça produit quoi en toi? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience généralisée depuis 2020. Donc, en même temps qu'il y a eu un totalitarisme qui a été imposé de force, et on voyait au début, on parlait tout à l'heure des pays. Souvenons-nous de François Legault, Justin Trudeau, il ne réagissait pas à une vraie pandémie mondiale. Trudeau ne s'occupait pas des aéroports. Il a fallu que la Ville de Montréal aille arrêter les citoyens qui arrivaient. Donc, il y a eu une prise de conscience. Et là, il y a un éveil qui est fait. Est-ce que l'éveil va être suffisant pour qu'on puisse, tout à coup, tout le monde comprendre ce qui se passe? Moi, je pense que c'est intéressant. Et le processus d'analyse est scruté à la loupe. On voit que les experts, de plus en plus, parlent depuis un an et demi. Au début, tout le monde était un peu silencieux par rapport à ce qui se passait. On est surpris, ça a été un effet de surprise.
Alors que maintenant, on est capable d'aller plus loin. Moi, je vais attendre de voir la dernière mouture qui va être adoptée avant de dire qu'on a gagné. Mais faire reculer un processus, c'est ça, mettre du sable dans l'engrenage. Ouais. Et si on est plusieurs millions à le faire, c'est là qu'on commence à avoir du succès. Mais qui dit conscience parle aussi de révélation. Il y a une révélation du mal et du bien qui est faite depuis 3-4 ans, qui est assez extraordinaire, où des gens ordinaires, on le voit aux îles, se lèvent et disent « ça n'a pas de bon sens ce qu'on voit ». Ils ne comprennent pas tous les stratagèmes politiques, ils ne sont pas bons dans les relations publiques, mais ils comprennent que ça n'a pas de bon sens ce que tu nous demandes là. Et ça, c'est intéressant, parce que si les gens ordinaires se réveillent, ça, c'est une masse de gens qui peut avoir un impact et qui vont s'intéresser de plus en plus et qui vont se mettre à dire, bien moi, je vais aller travailler dans tel domaine, je vais mettre mon expertise dans tel secteur. Est-ce que tu penses que les mondialistes sont retournés à leur planche à dessein pour venir plus fort? Parce que ça me surprendrait qu'il y ait juste une annulation sans avoir un report. En fait, on dit les mondialistes, là, mais il faut comprendre que c'est l'espèce de philosophie de globaliser la planète. Là. La technologie, c'est une pression très forte pour que ça se fasse. Et quand on parle des mondialistes, là, les méchants, comme Bill Gates, c'est presque des esprits psychopathes qui poussent un agenda. Le Forum économique mondial, ça n'a aucun bon sens, le plan qu'ils ont présenté. Pourtant, ça a été fait de façon très bien financée, avec tous les dirigeants des grandes entreprises des pays. Donc, on voit que c'est un lobby, c'est une propagande qui a été instaurée. Mais maintenant qu'ils sont visibles, visibles de plus en plus, bien, on commence à être capable de contrer certaines stratégies de leur part. Alors, moi, je pense qu'on est en même temps dans le trouble et en même temps éveillé que le trouble n'est pas réglé. Donc, on est à l'affût de ce qui s'en vient devant nous et on le voit quotidiennement là, maintenant. Ouais. Juste avant d'aller à Christian, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on cache encore dans ce traité de l'OMS-là? Non, mais c'est évident, c'est évident. C'est pour ça que je veux voir la dernière mouture avant de dire quoi que ce soit. Mais si on a reculé déjà, et c'est encore là, c'est des expertises qui se sont fait entendre et qui ont dit, bien nous, on pense que ça n'a pas de bon sens. On voit un paquet d'experts maintenant, ici au Québec, mais au Canada, à travers la France, l'Angleterre, qui s'élèvent maintenant, alors qu'au début, on les entendait moins. Et auparavant, on n'avait même pas l'intérêt. Avant 2020, on s'occupait plus du hockey. Et maintenant, on écoute de l'actualité, de la politique, de la stratégie. C'est vraiment intéressant. On n'a jamais eu une audience aussi forte de notre côté. Il fallait parler de hockey avant pour être intéressant. Christian? Oui, moi, je ne suis pas aussi optimiste que ça parce que si on regarde un petit peu, notamment l'Union européenne, on voit systématiquement notamment la Commission européenne qui bypasse le Parlement, on l'a vu durant la crise de Covid, a commandé des vaccins, a pris des positions envers l'Ukraine que la majorité de la population n'a jamais voté, n'a pas donné son accord. Et là, si on regarde non seulement l'Union européenne, d'ailleurs il va y avoir en juin des votes à ce sujet, ce qu'on s'aperçoit, c'est que même si on regarde les différents gouvernements, de plus en plus, on pousse à la censure, on pousse au contrôle de l'information. Et ça, je vois plusieurs pays occidentaux, on le voit en France, on le voit en Belgique, on le voit ici au Canada, même au Québec, il y a des lois petit à petit qui sont liberticides, où on essaye de bloquer systématiquement ceux qui parlent, qui montrent la réalité. On a des bons exemples, même la liberté académique n'est plus respectée. Donc on le voit notamment avec Patrick Provost. Donc moi, je ne suis pas aussi optimiste que ça. Oui, je comprends. Oui, moi, ce que je voudrais ajouter à ce que Christian disait, c'est qu'en fait, oui, effectivement, on voit qu'il y a comme une résistance de la part de ce que moi j'appelle la classe dirigeante ou des élites, parce qu'il faut comprendre que ces gens-là ont été formés dans les dernières décennies avec une mentalité que j'appelle technocratique, c'est-à-dire que pour eux, ils ont des solutions qui leur ont été enseignées quand ils ont suivi leur formation. Et ces solutions-là, ça passe systématiquement par des solutions technologiques centralisées. Puis comme on a des moyens maintenant au niveau... Parce que
l'élément le plus important pour le contrôle, c'est le contrôle de l'information. Puis maintenant qu'on a des moyens technologiques extrêmement puissants pour accéder à l'information, aux données, bien, ça nourrit le fantasme de la classe dirigeante que on peut maintenant, à partir de l'ensemble de l'information, faire des plans qui vont nous permettre de passer à travers n'importe quelle difficulté. Et eux, ils sont très contents d'une certaine façon qu'un organisme supranational comme l'Organisation mondiale de la santé prenne une position d'autorité qui est au-dessus de la leur. Ils peuvent basculer d'un côté à l'autre en se disant « Ouais, bien là, s'ils font des coups trop exagérés, je vais dire c'est de leur faute. » Mais quand ça me plaît, je me dis, bien là, ils nous ont demandé de faire ça. Donc, là, à ce moment-là, j'ai la bénédiction de cet organisme-là. Et ils font partie de la même mentalité, de la même culture. Qu'est-ce qui se passe? C'est que comme il y a une résistance au niveau de la population qui s'éveille à ça parce qu'on a quand même été assez dérangés par cette pandémie-là, les gens se réveillent. Cette résistance-là, qui vient de gens qui s'expriment à travers les médias, à travers toutes sortes de sources d'informations, bien, le système réagit en voulant faire taire ces voix-là. On appelle ça de la désinformation, de la malinformation. Oui, mais moi, ce que je comprends pas, Et Bernard, là, on veut les faire taire. Oui, mais moi, ce que je comprends pas, Bernard, c'est quoi l'avantage à un État ou un pays de désirer céder à l'OMS quelque chose qu'ils ont déjà dans leurs mains. Ils ont déjà un ministre de Santé, ils ont déjà des experts, ils ont déjà tous les gens qualifiés pour pouvoir gérer justement ces pandémies-là ou ces épidémies-là. Pourquoi que j'irais donner ça à une organisation supra-gouvernementale qui n'est pas chez nous? On l'a vu, c'était quasiment une joke, là. On l'a vu dans du temps du COVID. À un moment donné, il y avait 33 cas aux États-Unis, 33 cas en Allemagne, 33 cas en Suisse, 33 cas au Canada. C'est impossible, si c'est une pandémie, d'avoir 33 cas unilatéralement partout à travers le monde. Donc, c'est quoi l'avantage à un État, à part de se faire enfiroiper dans un paquet d'affaires, de céder son pouvoir à une organisation comme l'OMS ou désirer avoir l'OMS comme entité sur eux autres mêmes? Il faut apprécier quand même que les dirigeants, que ce soit au gouvernement provincial, fédéral, ont profité de cette situation d'urgence-là pour s'arroger toute une série de pouvoirs. Ils ont géré par décret. Ils n'ont pas nécessairement été très transparents dans leur gestion. Puis tout le temps qu'ils faisaient ça pour eux, bien, c'était idéal. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de l'OMS pour le faire? Bien, c'est que l'OMS leur donne l'alibi parfait. Tu crées une condition de pandémie, tu dis « c'est mondial, écoute, c'est pas de ma faute ». C'est l'effet d'urgence. Ça crée la situation d'urgence qui justifie les mesures qui ne sont pas démocratiques. Et tant aussi longtemps que la population ne va pas dire « attends un peu, là, tu vas trop loin, là. Tu empiètes sur mes droits, mes libertés », ça ne marche pas. Tant aussi longtemps les gens n'osent pas trop contester en disant « ouais, on fait ça pour le bien commun », mais là, je pense que les gens commencent à se réveiller. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les dirigeants qui sont actuellement dans nos démocraties occidentales, qui ont participé à ce système-là, ils ne vont pas se dédire. Ils vont continuer dans la même logique. Et c'est le peuple qui va leur dire « non, moi, je ne veux plus que toi, tu sois mon dirigeant ». C'est le peuple qui va dire, à un moment donné, par le processus démocratique d'élection, dire « non, j'en veux pas de ça ». Puis ça va prendre un certain temps avant que ça change. Mais pour l'instant, eux vont continuer dans le même message que l'Organisation mondiale de la santé, puis que tous les gouvernements qui ont adopté, bon an, mal an, à peu près les mêmes mesures, sauf exception en Suède, la Floride, elle s'est réveillée à un moment donné. Mais sinon, les gens ont pas mal utilisé la même approche. Puis ils sont confortables, ils disent « tout le monde fait la même chose. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Ça doit être bon, tout le monde le fait. » Oui. Philippe? Bien, en fait, pour répondre, parce que c'est une question importante, pourquoi les États cèdent la souveraineté, étaient prêts à céder la souveraineté à une organisation comme celle-là? Bien, déjà, c'est parce que les élites nationales sont déjà cooptées par l'idéologie ou carrément, ils sont membres de certaines institutions, associations, Davos, entre autres. Donc, en 2020, ils ont déjà cédé leur souveraineté, mais c'était par l'intermédiaire, Radio-Canada l'a vraiment bien démontré, de McKinsey.
Je pense que c'est Bovet qui a fait un superbe article, une série d'articles là-dessus sur comment la souveraineté, en fait, était donnée d'avance à des cabinets conseils comme McKinsey, que McKinsey a essentiellement géré le COVID. Et là, dans le fond, on faisait juste changer de coordinateur pour en avoir un qui était plus officiel. Mais moi, je voulais revenir sur mon optimisme aussi. Je me permets de l'être, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est que, tu sais, historiquement, les gens qui ont voulu conquérir la planète ont constamment échoué, puis ils ont souvent eu une mort, que tu regardes de Gengis Khan, Alexandre le Grand, Hitler, Napoléon, ça s'est rarement bien passé. Ça a toujours mené à un échec, mais ils n'ont jamais été capables de s'arrêter par eux-mêmes. Il y a toujours la réalité qui leur a dit « Non, désolé, mais la planète au complet, c'est beaucoup trop. » D'où ce que tout à l'heure, quand je disais que ça prenait beaucoup d'audace. Moi, ce que je vois, en fait, c'est que les élites, oui, font des retraites stratégiques. On se retire sur le passeport vaccinal, on se retire sur l'OMS, on se retire là-dessus. Mais ces temps-ci, ils se retirent beaucoup stratégiquement, puis ils ont de moins en moins d'angles, en fait, pour attaquer. Puis moi, ce que je vois aussi, c'est que là où ils avaient l'approbation de la population, maintenant, ils ont besoin de lois pour forcer la population. Là où il y avait juste un 0,1 % de conspi que personne n'écoutait. Là, ils ont besoin de lois pour les censurer. Puis ensuite, c'est qu'ils sont en train de fuir vers le haut. Ils fuient vers là où ils sentent qu'ils ont encore un contrôle parfait, c'est-à-dire les institutions. Oui, le problème... Quand tu forces des lois pour arriver à tes fins, on appelle ça une dictature. Mais le problème, c'est que, en même temps, c'est que ça les affaiblit vraiment beaucoup dans leur légitimité. Et c'est très difficile, je le répète, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, une dictature mondiale, c'est beaucoup mieux d'avoir l'approbation de la population que de juste être en train de leur forcer ça. Et là, ils sont en train de fuir vers les institutions internationales qui contrôlent encore, mais même ça, on voit que c'est peut-être en train d'échouer. Ils sont en train de fuir dans les lois, mais jusqu'à quel point ils peuvent réellement contrôler le Wild West qui est Internet et qui est l'information. Et donc, dans le fond, ils perdent l'approbation, ils perdent la légitimité. Moi, j'ai l'impression qu'ils font 5 pas en arrière pour un demi-pas en avant. Puis, moi, je les vois pas avoir une position de force présentement. Puis, j'ai l'impression que le traité va réellement échouer dans ce qui était destiné à être. Et que ça va être encore on va se rattraper de telle ou telle façon. Même le code QR aux îles de la Madeleine, oui, ils le retirent. Bien, c'était pas vraiment leur plan à la base de faire ça pour le retirer 5 jours plus tard. Pour une année. Pour une année, mais ensuite, ils vont dire pour 2 années, parce que la résistance ne va pas tout à coup cesser, en fait. Donc, ils sont dans une position qui n'est pas très facile, puis je me demande s'ils s'en vont pas vers un Napoléon qui s'est essayé avec la Russie, puis qui a voulu en manger un trop gros Big Mac pour l'espace de sa mâchoire. Oui. Charles, tu dis quoi? Plus pessimiste que Philippe. C'est rare, hein? Absolument, je suis assez optimiste. Enjoy. Non, mais disons, une chose importante, c'est que la technologie va nous amener à implanter rapidement un identifiant bionumérique qui va nous suivre partout. Et quand on regarde justement le projet de traité, on veut le partage des données de santé. Et qui dit partage des données de santé, bien, bonne chance pour votre renouvellement d'assurance. Puis après ça, vous faire livrer une pizza si vous avez trop de cholestérol, etc. On en a ri, mais on se dirige vers cette capacité technologique-là d'avoir une connaissance quasi globale d'un être humain en permanence. Et ça, c'est un outil hyper puissant qui, ça n'en ira pas. On ne va pas reculer au niveau technologique vers cet objectif-là qui est en train de se mettre en place rapidement. Et quand on regarde la population qui a sauté à pieds joints dans un outil qui s'appelle Facebook, à mettre leur vie complètement publique. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, on éduque les jeunes, on commence à comprendre que ce n'était pas la chose à faire, mais il y a eu une grosse avancée sur on partage toutes nos données, et c'est quand on voit l'impact, quand on commence à avoir des restrictions, quand on nous suit à la trace, quand on a connu pendant la crise COVID, moi j'ai connu quelqu'un qui s'est fait barrer à un barrage policier, il a contourné puis il est allé à l'endroit qu'il n'avait pas le droit, mais il a reçu une contravention par la poste. Fait que lui, il s'est éveillé sur le fait qu'on m'a tracé. Ils ont vu que j'ai contourné le barrage policier. Donc, il y a une prise de conscience qu'on est très vulnérable et quand on voit ce qui s'instaure en Chine, bien, on comprend qu'il y a un modèle qui nous est présenté sur voici ce que ça pourrait être. Ouais. Et là, on parle d'abolir l'argent comptant
d'avoir une économie centralisée numérique, bien, le lien numérique avec la santé, on commence à avoir le contrôle de la population globale. C'est sûr. Mais si je comprends bien, pour venir à Philippe, si je comprends bien ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'un tel traité n'atteindrait pas à la souveraineté des États. C'est qu'un tel traité n'aurait pas de conséquences sur les libertés fondamentales de la population mondiale à court terme. La nouvelle mouture. La nouvelle mouture qui sera signée le 27 mai. Entre autres, la Grande-Bretagne, il y a eu plusieurs parlementaires, dont du Parti conservateur là, qui est au pouvoir, qui se sont révoltés, et particulièrement les États-Unis qui, historiquement, ne cèdent jamais leur souveraineté à un traité international, ou très peu, très rarement et avec beaucoup de réticence. Donc, moi, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis même dit qu'ils essaient parce que ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne pourra pas fonctionner. La Chine et les États-Unis qui céderaient leur souveraineté, parce qu'au début, c'était juste des mini-équipes de négociateurs qui étaient envoyées par l'exécutif. Parce qu'on se comprend que la mouture précédente, celle que vous avez lue, c'était hyper contraignant. C'était terrible. Fait que si le traité était mis de l'avant le 27 mai prochain, on ne franchirait pas non plus un pas vers un fichage, voire un contrôle mondial de la population. Si les informations que j'ai, et je n'ai pas présentement de raison de douter de ces informations-là, si les informations que j'ai qui viennent, comme je le disais, d'avocats qui ont lu la nouvelle mouture, suite de toute façon à beaucoup de négociations où Tedros lui-même disait on doit reculer. C'est sûr qu'on pourrait avoir l'impression que c'est une manœuvre de diversion puis qu'en réalité, ils vont le passer quand même, sauf que les négociateurs américains puis chinois, ils ne se feront pas avoir facilement comme ça, là. Donc, céder la souveraineté, les États ne cèdent pas la souveraineté facilement. Le Canada peut le faire, certains pays peuvent le faire, mais des pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis, même l'Inde, cèdent très difficilement leur souveraineté. Et sans eux, sans la Chine et les États-Unis, ce traité-là vaut à peu près rien. Mais tous les États sont mondialistes en 2024, là, soyons clairs. Il y a des groupes qui sont multipolaires et d'autres qui sont unipolaires. Donc, c'est là que ça se chamaille en haut. Mais le net va toujours être une solution mondiale. Et là, qui dit mondialisme, dit technologie, etc. Alors, je pense que s'il y a un recul, effectivement, et souhaitons-le, moi, je suis content d'entendre ce que j'entends ce soir. Oui, parce que mes questions n'étaient pas préparées en relation avec ce que je viens d'entendre ce soir. Si c'est le 27 mai qu'on est reculé avant ce qu'on a lu précédemment, bien, tant mieux, mais c'est un recul stratégique et non pas une fin en soi. Et je demeure pessimiste parce que le reste de la technologie s'instaure. Et si les mondialistes multipolaires prenaient le dessus, souhaitons-le, c'est déjà moins pire que l'unipolaire qui est hyper centralisé mondialement. Parce qu'en étant multipolaire, c'est que là, on a des continents qui se coltaillent, comme on a toujours eu dans le passé, c'est-à-dire des regroupements de pays, soit l'Europe, soit la Russie, etc. Alors, on a quand même deux monstres communistes. On oublie que c'est deux États totalitaires quand on nous présente les leaders maintenant comme étant des modèles, là, presque, chez les gens. Donc, des gens qui viennent de s'éveiller à la politique, tout à coup, trouvent intéressant des leaders communistes, dictateurs. Attention, là, on se rapproche de la non-intelligence de Justin Trudeau ici, là, qui disait que le dictateur de Chine était un modèle à suivre, ou à peu près. Oui, effectivement. Effectivement, mais ayant Bill Gates à l'intérieur de l'OMS comme étant un des plus grands financiers de l'OMS, on peut quand même penser que une vaccination obligatoire fait toujours partie de ses plans à travers la population. Oui, parce qu'on voit, par exemple, notamment dans les pays comme l'Allemagne, la France, qui ont des industries de vaccination. Ça rapporte énormément. D'ailleurs, Bill Gates disait, à travers sa fondation, quand il donne $10, il reçoit un retour d'investissement multiplié par 20. Okay? Donc, on le voit d'ailleurs de plus en plus. Ils instaurent si on regarde, la France est un bon exemple. Au départ, il y avait quelques vaccins obligatoires, puis maintenant, il y en a 11, mais déjà, ils vont augmenter. Ils incluent le COVID systématiquement, alors qu'il n'y a pas nécessairement de raison. Donc, de plus en plus, on essaye d'augmenter le calendrier vaccinal. On le voit ici au Canada, la vaccination n'est pas encore obligatoire, mais on voit que
on voit des publicités à la télévision. Vaccinez-vous contre le zona, vous allez en vacances, vaccinez-vous parce que c'est dangereux de voyager. Vous pouvez avoir l'hépatite A, l'hépatite B, c'est important de se vacciner. Ouais. Donc on le voit systématiquement. Et puis en plus de ça, avant on ne le voyait pas à la télévision de Radio-Canada, mais de plus en plus maintenant, on va parler de certains médicaments. Moi, je prends tel médicament, parle-en à ton médecin. Donc, on le voit de plus en plus. Avant, c'était pratiquement c'était interdit. Mais il y a eu beaucoup de milliards qui se sont gagnés depuis 4 ans. Ouais. Donc, ces gens-là sont encore plus puissants qu'ils étaient. Alors, on peut comprendre que la roue n'est pas arrêtée, là, au contraire. Non, c'est définitivement pas. Mais messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Christian, merci pour votre participation avec nous sur le traité des pandémies. Richard, merci. On peut toujours te suivre sur unionconservatrice.ca, sur Twitter aussi, avec unionconservatrice.ca. Tu diffuses énormément de nouvelles quotidiennement. Bernard, les gens peuvent toujours vous suivre également à travers Réinfo Québec. Avec Réinfo Québec, puis là, récemment, avec Philippe, puis l'autre Philippe qui est là, on a lancé le mouvement politique localiste, le mouvement politique du Québec. Avec Philippe Méloni. Du Québec, avec Philippe Méloni. Et là, on a un petit site qu'on commence à recueillir un peu des gens qui seront intéressés par notre proposition. Donc, ça, c'est un endroit, c'est localiste.ca. Philippe Langlois, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé votre expérience. Les gens peuvent vous suivre aussi, j'imagine, à travers Info Québec. Oui, bien, moi, je fais beaucoup de capsules sur Info Québec, donc ils peuvent aller voir là. Puis, de toute façon, il y a du matériel excellent là-bas. Oui. Mais Christian, je pense que vous aussi, vous êtes avec Réinfo Covid. Réinfo Québec, pas Réinfo Covid, mais Réinfo Québec. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous voyez, on vient d'apprendre une bonne nouvelle de dernière minute ce soir à travers ce que Philippe Langlois nous a partagé concernant justement la nouvelle mouture en lien avec ce nouveau traité de pandémie de l'OMS. Et chaque victoire comme ça se mérite d'être célébrée. Et j'aimerais peut-être, en terminant ce soir, avant de passer au prochain invité, vous mentionner que si vous voulez nous aider dans notre mission et continuer à nous supporter afin qu'on puisse toujours vous diffuser l'actualité, la vérité au cœur de l'actualité, bien, je vous encourage de le faire en devenant un partenaire financier. Si vous posez la question « Comment je peux devenir partenaire ?», je vous invite à regarder la vidéo suivante. ThéoVox existe maintenant depuis plus de 5 ans. Vous nous avez ouvert la porte de votre salon, de votre maison. Et pour cela, on vous dit vraiment un gros merci du plus profond de notre cœur pour votre confiance, votre générosité. Grâce à vos dons et votre générosité, ThéoVox peut rester debout tel un phare. On peut continuer à dire la vérité au cœur de l'actualité, oui, une vérité sans compromis parce que vous faites la différence. Vous voulez contribuer, nous aider pour la prochaine année en contribuant et nous aider à garder la mission de ThéoVox, vous pouvez le faire en devenant partenaire mensuel. Que ce soit 15, 20, 50, 100 $ ou plus, cela nous aiderait grandement à rester parmi vous. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site Internet à www.theovox.tv, faire un don ou contribuer. Vous pouvez également m'écrire à info@theovox.tv. De la part de toute l'équipe de ThéoVox, merci de nous suivre, merci de nous soutenir.